Bonjour à tous et bienvenue dans Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Aujourd'hui, épisode spécial, on vous avait un petit peu teasé la dernière fois, épisode spécial Fabric. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. C'est les 1 an de Fabric, c'est une semaine avant la Microsoft Build, donc, et puis on n'avait toujours pas fait ce fameux débrief de la FabCon. Donc pour cet épisode, on a de la chance, on a des rockstars, des guest stars. Exactement. Alors, vous allez vous présenter, messieurs, on va faire comme ça. On a Éric Charbonnier et Frédéric Gisbert de Microsoft qui nous font l'honneur et on vous en remercie vraiment. Parce qu'en plus, ça a été assez agile, on a fait ça rapidement. On a surtout réussi à trouver un créneau dans les calendriers de chacun et ça, c'est pas le plus évident, on le sait. Donc, vous allez être là pour nous partager votre vécu, votre expérience, votre vision sur le produit Fabric qui nous intéresse tous. On en parle beaucoup dans les têtes dans le cloud depuis que le produit a été annoncé il y a 1 an. Et du coup, on va commencer avec toi, Éric. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens? Alors, d'où tu viens de chez Microsoft? Absolument. Bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux partager à la communauté? Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi avant que tu te prononces aujourd'hui lors de cette table ronde? Bonjour à tous. Donc, Éric Charbonnier, je suis CTO sur les offres data et IA pour la France. Ça fait maintenant 9 ans que je suis chez Microsoft. Un passé autour de la data, évidemment. Un petit peu quand même, Oracle, IBM, il y a quelques grosses boîtes avant. Et aujourd'hui, j'ai effectivement en charge une équipe sur tout ce qui est coach technique d'une vingtaine, presque trentaine d'architectes. On appelle des Cloud Solution Architects chez Microsoft. Et si tu dois nous dire, donc tu manages l'équipe, le rôle du CTO chez Microsoft, le rôle les offres, CTO, alors c'est défendre la vision. C'est défendre la vision, effectivement. Il y a 50%, effectivement, c'est plus la communication vers l'extérieur. Un certain nombre d'événements qu'on fait, notamment. Ça peut être effectivement des prises de parole sur des événements clients aussi, et partenaires, bien sûr. Et puis, 50%, c'est plutôt veiller à ce que, côté technique, on soit équipé, on soit suffisamment, on suive suffisamment ce qui est demandé aussi par le marché, pas que les produits Microsoft, mais aussi que s'il y a des demandes sur des technos, on ait suffisamment de compétences pour pouvoir répondre au marché. Donc, on veille à tout ça. Alors, il y a effectivement un certain nombre d'offres aujourd'hui comme Fabric qui suppose qu'on se forme, et ça va très très vite. Puis un autre volet, pour ce qui me concerne, c'est toute la partie IA. Okay. Et ça bouge aussi. On a annoncé hier soir ChatGPT 4o, ou 4o, je sais pas comment. Déjà disponible dans Azure. Et qui est déjà disponible dans Azure. Donc évidemment, il faut se former très très vite. Et puis ça sort tous les jours. Donc voilà. Donc je veille aussi à ce que chacun, et c'est valable aussi pour la filiale France, pas que la communauté d'architectes, on ait ces skills techniques et qu'on suive ce que Microsoft propose. Tu travailles en proximité avec Corp, j'imagine? Absolument, aussi. Avec un côté engineering. Alors, c'est pas toujours facile. Il y a quand même quelques secrets dans la boutique. Alors, je rappelle les règles aujourd'hui. On n'essaye pas de tirer les infos. Eric, il ne nous dira rien. Il ne nous dit pas d'exclusivité. Pas de leak. Pas de leak. Pas de leak. Voilà. Du coup, merci Eric. Fred, alors, est-ce que la chemise blanche déjà est réservée au CTO? C'était ça le débat que tu avais tout à l'heure? Oui, c'était le débat. Moi, j'ai mis le t-shirt. C'est bien. C'est ça, de la conférence. Le CTO aussi. Je ne sais pas le CTO, mais j'ai pas le même col. C'était pour différencier le CTO du reste. Alors, c'est ça. Voilà. Tu nous as fait honneur de mettre le t-shirt de la FabCon. On l'évoquera tout à l'heure. Ouais, pas de souci, pas de souci. Bon, du coup, Frédéric, tu nous viens d'où? Microsoft. Bien évidemment. Microsoft, donc Frédéric Gisbert, moi je suis Cloud Solution Partner Solution Architect. Nouveau nom des Cloud Solution Architect. Donc moi je suis spécialisé sur tout ce qui est data analytics et aussi de l'IA. 16 ans de Microsoft, voilà. Donc je suis passé par les services, je suis passé par la CSU. Eric, et maintenant je suis dans la division partenaire et mon rôle c'est d'accompagner en fait les partenaires et autres dans l'industrialisation en fait des projets de data chez nos clients. Donc que ce soit en pre-sales, en post-sales, en run, etc. Donc voilà, on peut faire appel
à notre équipe. Et donc c'est grâce à Frédéric qu'on a pu faire un des premiers Fabric Inodé en France. Exactement. Aussi, en support, parce que quand tu te lances, que tu connais pas le produit, forcément, exactement. Chez nous, ça tremblait un petit peu, mais voilà, on a le support des CSA, et c'est ton rôle, et je suis ravi que tu sois là. Ouais, c'est un prénom qu'on entend quand on commence un peu à être perdu. Ah, voir Frédéric. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ok, bon, c'est bon, j'ai encore quelque chose. T'as l'impression que t'as un petit ange gardien au-dessus de l'épaule. Ouais, voilà, on fait ce qu'on peut pour aider, en tout cas. Donc, on est ravis d'être là. Voilà, c'est vrai, on pourrait mettre un petit bouton dans Fabric dès que je suis perdu, appeler Call an Angel. C'est vrai, on va le suggérer à la Fabric ID. C'est ça. On va partir, alors on s'est fait, donc d'habitude dans les têtes dans le cloud, l'idée, je vous le rappelle, hein, c'est du débat d'experts, c'est ce qu'on aime, c'est se dire un peu ce qu'on se dit autour de la machine à café, en général, hein, on se dit pas forcément en clientèle, mais entre collègues. C'est ce qu'on aime bien, donc je vous demanderai d'être franc, honnête, transparent. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Vous intervenez avec une casquette Microsoft et on respecte ça, bien évidemment. On a fait un macro-programme aujourd'hui, donc l'idée, les grandes thématiques que je voulais évoquer avec vous, les 1 an de Fabric. Donc on l'a dit, Fabric avait été annoncé officiellement, parce qu'Eric, tu m'as dit... a commencé bien avant, et c'est ce que tu vas nous raconter, en mai 2023, du coup, lors de la build il y a 1 an, donc dans une semaine, c'est les 1 an de Fabric, on sera là pour faire un premier bilan. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an, depuis la sortie de la preview, de la GA, les nouvelles fonctionnalités, les retours clients, voilà, un peu ce qu'on peut se dire. Je sais que l'équipe a quelques questions en stock aussi sur le produit. Deuxième sujet, on parlera de la FabCon parce que il y a un aspect communautaire dans Fabric, communauté, qui était déjà très présent avec Power BI, on le sait, communauté très forte d'experts Power BI dans le monde. On a eu une grande messe à Las Vegas. Cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ce côté un peu annonce, event comme ça, et je pense que même si en France on l'a pas eu, c'était très apprécié. Vous y étiez. C'est ça qu'il faut retenir, donc vous nous direz un petit peu ce retour aux sources, là, comment ça s'est passé. Et on ira alors sur ce qu'on peut se dire sur le futur de Fabric, un peu la vision, en tout cas votre point de vue, votre sentiment, peut-être du sneak peek, comme tu disais, avant la build, et en tout cas vers quelle direction nous on peut espérer aller demain avec le produit, dans ce qui reste non confidentiel. On va démarrer sur le premier sujet qui est les 1 an de Fabric. Donc, mai 2023, alors ce qui est marrant, c'est que je crois qu'on s'était vu, Eric, quelques temps avant, et en clientèle, chez Microsoft, ça commençait à distiller des petites idées en disant le Lakehouse, il y a des choses qui arrivent, on a tout revu, les moteurs sont hyper puissants, je me rappelle de ces petites phrases. On parlait à l'époque du projet Trident, qui était le nom de code interne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap de... il se passait quoi à l'époque chez Microsoft? En tout cas, depuis combien de temps vous saviez que le produit arrivait? Depuis très longtemps, je pense. Alors, très longtemps, ça dépend, c'est relatif. Je pense qu'à peu près 18 mois, 2 ans avant, on savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. On a eu des images un peu précises, en fait, de Trident, ce qui allait devenir Fabric, je pense à peu près 1 an avant. Et encore, c'était pas aussi net que ce qu'allait être Fabric quand il a été... officiellement présenté. On avait des contours. Au départ, on pensait que c'était effectivement une offre qui était destinée uniquement à des usages de type data warehouse, un peu un Synapse V3, voilà. Et on n'avait pas l'idée que ça allait devenir une plateforme data complète avec un moteur d'intégration, de transformation, une intégration. Alors, on avait quand même des bribes d'informations par rapport à Power BI, puisqu'on savait que c'est quand même l'équipe Power BI qui est à la manœuvre depuis le début, en fait. Ils sont forts. Ils sont très forts. Moi, je l'ai toujours dit. Toujours derrière les bons. Voilà. Donc, officiellement, le produit a été annoncé l'année dernière à Build en preview. Et puis, on a attendu 6 mois avant que ça passe JA. Donc, Ignite en fin d'année, je crois que c'était au mois de novembre. Donc, voilà. Donc, et je pense que c'est un long chemin, parce que moi, je me rappelle d'une slide. Quand on faisait les analytics Inodé à l'époque sur Synapse, il y avait une slide qui montrait qu'il y a une Gen 3 qui arriverait. Ouais. Je sais plus si tu te rappelles de cette courbe, mais qui disait on refondra tout à ce moment-là. Donc tu avais l'impression qu'on avait sorti Synapse en sachant déjà que ça durerait pas. Mais en fait, on a sorti Synapse, et déjà Synapse,
Enfin, déjà, ça a été multimoteur à la base, donc on a essayé de mettre tous les moteurs dans Synapse, Spark et SQL. On hérite du moteur SQL en Synapse de SQL Server On-Prem, PDW, APS, et tout ça est porté dans Synapse. Et là, on commence à avoir des brides de fonctionnalités qui arrivent. Le serverless, le Spark, le SQL Serverless et le Spark de fait Serverless. Après, il y a des petites choses que vous n'avez pas vues. Il y a des choses qui sont arrivées aussi en private preview qui n'ont pas été réalisées derrière. Tout le temps réel commençait aussi à arriver. Donc on voyait aussi des brides de temps réel qui commençaient à arriver aussi dans Synapse. On voyait ces fonctionnalités qui commençaient à s'agréger. La refonte du moteur, on parlait déjà en fait aussi de la refonte du moteur SQL sur le SQL Dedicated. C'était un peu la grande remarque qu'on faisait à Microsoft, c'était dire t'as les digital natives qui sont arrivés sur le marché avec une vision déjà au cloud, et Microsoft n'a fait que porter son moteur SQL. C'est ça. C'est ce qui se disait. C'était ce qui se disait. Et de l'autre côté, on avait la pression du marché avec Power BI, une interface assez facile, SaaS, où on peut faire des choses assez rapidement, etc. Et c'est vrai, de l'autre côté, on avait le back-end avec Synapse où, hélas, oui, c'est vrai, la facilité était pas là. Et en plus, on avait un tiers qui arrivait aussi avec son format Parquet Delta. Il poussait très fort sur le marché. Et donc, on avait dû adapter aussi, on commençait à adapter Synapse sur le format Delta. Et là, il y a eu un arrêt. En fait, globalement, on s'est dit, Microsoft a commencé à travailler sur sa nouvelle offre et c'est devenu aujourd'hui Fabric. C'est ce qui a été dur à suivre. Hein, ça a été. Ce qui est marrant, c'est que là, avec Benjamin, tu as le monde Power BI, tu as le monde Moi, je suis le monde Power avec Mikael. Et du coup, donc le monde SQL dans tout ça, à un moment, cherche encore sa place. Et par contre, nous, tu vois, dans les patterns d'architecture, à un moment, quand tu étais partenaire, on te disait pousse plutôt ça. Bon, bah, le dedicated pool commence à l'oublier. Ok. Alors, attention, il faut aussi juste dire, aujourd'hui, il n'y a rien de deprecated. C'est important de noter aussi parce que Fabric arrive avec son offre SaaS. C'est vrai que c'est une offre SaaS et on s'oriente complètement sur cette offre SaaS. Par contre, les offres PaaS, telles qu'elles existent aujourd'hui, sont encore up and running, on peut les déployer en production et autres. Il y a des clients qui démarrent encore des productions qui nous, de notre côté, parce que non, on veut garder ce Exactement. Parce qu'on a aussi des clients qui, historiquement, sont très SQL Server, ont beaucoup de compétences SQL en interne, ont de très bons DBA, parce qu'il faut aussi, et se retrouvent complètement dans l'offre Synapse Dedicated Pool. Et ça, c'est vrai que aujourd'hui, on a encore des clients qui partent en production et qui font le choix de Synapse. Donc il faut juste c'est bien de le rappeler. Parce que t'as l'impression que tout le monde a tourné la page en disant. C'est ça. Ça y est, exactement. Pas tant que ça, quand tu interviens chez les clients, tu sais que la page n'est pas tournée du tout. Il faut juste pas opposer les deux plateformes. Voilà. Il y a une direction qui est Fabric. Il y a une plateforme qui existe aujourd'hui qui permet encore d'aller en production, qui n'est pas deprecated, et il y a une tierce aussi plateforme qui existe, qui est Databricks, d'accord. Et donc c'est vraiment nos trois plateformes analytiques qui peuvent cohabiter, totalement, les unes les autres. En plus, sans pour autant enterrer les autres. Exactement. Ce qu'on reconnaît par contre aujourd'hui, c'est que c'est vrai que sur l'offre Synapse actuelle en tant que PaaS, vous n'allez pas avoir des évolutions comme vous pouvez les avoir sur Fabric. Mais comme à un moment l'Azure Analysis Services qui a continué sa vie. Exactement. Et qui continue encore sa vie. Et où on ne t'apportera jamais la réponse. Est-ce que tu pars sur le premium Power BI ou sur l'analyse services? Bah si, maintenant on va avoir le Je me rappelle d'un débat comme ça, Eric. Absolument. Ça dépend. À partir du moment où les deux services existent et ne sont pas deprecated, il y a un choix qui s'opère et on peut partir sur les deux. Comment vous avez senti l'évolution là, donc depuis l'annonce, la preview, c'était en plein pendant l'été globalement, donc on démarre en mai, on commence à avoir accès aux services petit à petit. Côté client, les premiers retours, après on a des avis aussi sur comment on perçoit, mais comment a été accueilli le produit sur cette première année d'après vous? Alors, de mon point de vue, il a été très très bien accueilli. À tel point que on est même surpris. Tous nos clients nous en parlent, non pas parce que c'est effectivement quelque chose qui a l'air d'émaner de Power BI, mais parce qu'il y a effectivement un intérêt et puis une facilité en fait de prise en main de l'outil. Alors évidemment, c'est du SaaS, mais je pense que ça a surpris beaucoup de
de clients. Ça a surpris. Oui, tout à Ah fait. ouais, non, mais, la simplicité. On voyait plein de choses venir, mais alors le SaaS, je pense qu'il a, il a pris de court tout le monde. Ouais. Et on l'a vu en fait au nombre d'activations en fait de la capacité fabrique qui a été. Alors on avait effectivement, on a joué plusieurs fois. Avec le curseur à gauche, à droite, est-ce que automatiquement il est activé ou pas? Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, on a quand même, c'était quelque chose qui a été annoncé pendant la FabCon. J'ai plus le chiffre en tête, mais les chiffres, c'est 12 000, si tu 12 000 ou 20 000, je sais plus, clients. Mais oui, c'est plutôt, voilà. Alors, ouais, c'est niveau mondial, ça. Niveau mondial, tu as 350 000 Power BI customers. Ça, c'est pour Power BI. Et l'arrivée de Fabric, mais qui va bénéficier finalement de cet écosystème. Absolument. Après, ça veut pas dire qu'on fait tourner des workloads à la mode Teradata, par exemple, dans Fabric aujourd'hui. C'est des fois des usages autour de la data science, du data engineering, des tests. Beaucoup de nos clients ont testé aussi Fabric. Ils se sont dit pourquoi pas partir sur un petit cas d'usage Fabric avec un peu de données dans le data lake et puis mettre le rapport Power BI, donc le Fabric BI au bout en testant les capacités de Direct Lake notamment. Voilà, donc c'est tous ces petits... vraiment, il y a eu un engouement certain de la part des clients. C'est ce qu'on a constaté. Enfin, beaucoup chez Microsoft m'ont dit, en fait, on constate que les clients l'ont déjà activé, ont déjà fait des expérimentations et ils arrivent déjà avec une vision du produit. Et après, il ne faut pas oublier qu'aussi que l'activation, elle est renforcée par les trials où on peut activer et que aussi l'activation d'une F2 est pas chère. Donc, en fait, on peut rapidement mettre le pied à l'étrier et tester et poker quelque chose. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Il a dit pas cher. Une F2, c'est pas cher. Effectivement. Et d'ailleurs, enfin, ce qui est impressionnant, c'est... On parle des fabriques in-day, pour moi c'est toujours des événements assez clés. Je rappelle, ce sont des événements d'évangélisation chez Microsoft où pendant une journée on découvre le produit. Et on avait fait, moi je fais le comparatif, 4 ans auparavant, les analytics in-day sur Synapse. À l'époque, on s'était fait un peu découper, pour être honnête. C'est-à-dire qu'on avait en face des personnes qui étaient là pour critiquer, beaucoup, mais parce que il y avait une décorrélation entre ce qui se faisait sur le marché déjà peut-être côté Snowflake pour les citer, avec de la virtualisation, avec des choses avec la vision un peu déjà SaaS, etc. Et versus Synapse. Donc on sensait que le produit devait se justifier. Et là, quand on a fait les premiers Fabric in-day, alors, moi, le sentiment que j'ai eu, c'était le monde des bisounours. Je sais pas, Frédéric, tu étais là, mais tout le monde était là en mode non, mais on comprend. La découverte, on comprend. La fonctionnalité, elle arrivera. Très bien. Tu sais, t'as un côté... J'ai compris la vision produit, et du coup, j'y crois, donc ça me fait pas peur que tout ne soit pas prêt. J'ai eu un peu ce sentiment-là. Mais en fait, le fait que l'on ait enlevé cette complexité du pass, déjà le pass avait enlevé la complexité du IaaS. Et là, avec ce fameux SaaS, qui peut être aussi un peu complexe à comprendre, parce qu'il y a quand même une notion de capacité fabrique qui n'est pas non plus très simple à comprendre. Il faut déployer nos ressources dans Azure, je le rappelle. Mais on enlève cette complexité du PaaS au profit du SaaS, et ça a été super apprécié. Et du coup, après, on ne raisonne que par item que l'on a envie de créer, on veut faire du temps réel, on fait de la datation. C'est pas les mêmes profils derrière, en plus. Exactement. Ça simplifie beaucoup de choses. Exactement. Et en plus, je dirais même que même si on a un DBA en face ou une personne très SQL ou très Spark, il peut aussi descendre à un bas niveau directement dans la plateforme s'il a envie de le faire, bien sûr. Mais on peut avoir complètement une couche par-dessus en disant je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière. Je provisionne mes items et j'utilise mes items. Et justement, je rebondis sur le F2. Je crois que Fabric aussi a permis aux utilisateurs de tester les nouvelles approches Parquet, Delta, Lakehouse sur une approche simple à mettre en place. Là où avant, tu voulais faire un Lakehouse en Parquet Delta, il y avait un peu de plateforme à provisionner pour aller faire... c'était pas aussi simple, et c'était potentiellement pas les accès, pas les droits, et tout. Exactement. Et le coût associé. Coût associé. Et comme faire un warehouse performant, il y a des solutions, une que tu as citée, mais ça voulait dire un déploiement, et il y a du débat derrière. Aujourd'hui, on a cette démocratisation qui peut se faire. J'ai une F2, je déploie un Lakehouse, en 2 clics, j'ai mon Lakehouse. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Lake et je fais un petit Power BI en Direct Lake. Exactement. Et cette facilité a amené cette façon exponentielle des clients qui commençaient à tester, cette hype dans les Fabric in-day qu'on retrouve sur chaque Fabric in-day. On continue encore à en faire.
Et on a plein de clients qui sont hypés et ils testent en fait. Ils créent des items. Bon, des fois ça met un bordel monstrueux, mais en fait ils testent, ils testent plein de choses. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais le côté accessibilité, c'est une chose. Enfin, Michael, tu fais partie de ces gens-là qui viennent peut-être moins du monde BI, du monde de la transfo, et toi tu es arrivé en disant, bon, je veux faire du fabrique. C'est ça, en fait, on est obligé de découvrir un peu tout en même temps. Et comme ce que tu disais, Frédéric, on n'est pas obligé de connaître un peu tout ce qui est infrastructure avant ça. On peut vraiment se concentrer sur des vrais cas d'usage business. Et on arrive vraiment à toucher à tout avec peu de moyens, dans le sens où on n'a pas besoin de 10 000 architectures derrière. Et vraiment, c'est game changer. On arrive à toucher à tout, à faire beaucoup de choses avec peu de prérequis. Et c'est ça, je pense, qui fait que les clients ont très souvent les yeux écarquillés quand ils découvrent Fabric. Oui, c'est ça. Parce que si tu regardes quand même les années qu'on a passées, on a passé des années de projets data platform traînés par des problématiques d'infra. Exactement. De landing zone, etc. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité dans Fabric. Mais c'est souvent le move to cloud qui a pris le i sur le besoin business, comme tu dis. C'est qu'aujourd'hui, on a des cas business, tu rentres tout de suite dedans. T'as donné dans Fabric, en fait, tu bosses. Moi, j'ai l'habitude de dire, on passe de projets. On nous a beaucoup reproché ça chez Microsoft. C'est avant de faire votre projet de data, en fait, on a le projet infra à faire avant. Voilà. Et sur 100 jours, j'en ai 70 à faire sur l'infra pour en faire 30 sur la data. Et tu peux pas te rater sur l'infra, sinon tu n'as pas de projet data. Et ça, c'était compliqué. Et on nous a beaucoup reproché ça. Et du coup, on passe d'un concept de projet infra plus data à un projet qui switch sur data plus gouvernance. Exactement. Et on va remettre une pièce dans la gouvernance qui était un peu mise sous le tapis avec tout. Totalement absente. Pas complètement absente, mais on a essayé. Purview, Data Catalog, ancienne version, etc. Là, nous, on le vit. Mais maintenant, les partenaires, les intégrateurs de demain qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont compris qu'un projet data ne peut pas se faire sans gouvernance. Et dans toutes les réponses à appel d'offres et autres, tous les partenaires qui mettront de la gouvernance en plus du projet de data, c'est des partenaires qui ont... Alors ça, c'est une question que je voulais te poser, du coup. Tu as parlé de Purview. Ouais. Purview, on entend qu'on en entend parler dans Azure. Non. Avec les data catalogues, on t'a parlé. On l'a testé il y a quelques années. On t'a parlé. Il y a longtemps alors. J'aime bien comme il dit ça. On a testé rapidement, on a arrêté. Quand tu savais pas le coster en clientèle déjà. On va pas parler du premier data catalog. Non. Mais après, on attendait le fameux data catalog V2 qui arrivait. Qui est Purview. Voilà. Qui n'a pas non plus. Mais là, tu es sur la V3. Renverser le marché. Voilà. Et là, on est sur la V3. Voilà. Ma question, donc c'est pas de remettre en question ce qui a été fait avant. Non. C'est que là, on sent pareil. Nouvelle vision, expérience produit. Ouais. La question que je voulais te poser, Frédéric, Eric, c'est est-ce que Purview est un indispensable de Fabric? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire du Fabric sans Purview? Ou aujourd'hui, il faut penser Fabric plus Purview? Alors, déjà, tu as deux choses. C'est quand tu provisionnes ton Fabric, tu as une sous-partie de Purview qui va être provisionnée aussi. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire dans Fabric remonte aussi dans Purview en termes d'assets, d'items et autres. Si tu veux aller plus loin, il va te falloir ta version de Purview pour faire remonter et de créer justement ton nouveau data catalog. Pour moi, on est sur la nouvelle genèse de Purview qui enfin croise la sécurité et la data. Ce qui nous manquait en fait avec les anciennes versions de Purview, l'ancienne version de Purview, c'est on était très centré sur la data, le lineage, la modélisation de la data, le data catalogue, la sécurité, parce que les data policy et tout existaient déjà dans Purview. Mais sur un format PaaS, encore une fois, sur un format PaaS autonome, auto-centré sur les sources qui étaient dans Purview. Alors qu'aujourd'hui, on a translaté ça sur une vision SaaS de Purview. Je crois qu'on a le nouveau portail, Antoine, en screen. Sur cette fameuse vision SaaS de Purview, et qui est intégré à la vision Purview globale, qui est une offre de sécurité globale et qui va permettre de mettre sous gouvernance et sous sécurité toutes les assets qui vont être créés dans Fabric. Donc, est-ce que c'est indispensable? Je dirais non. Est-ce que c'est fortement recommandé plus? Je dirais oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais je suis complètement aligné. C'est highly recommended, comme on voit dans la documentation, oui. C'est ça. Et pour autant, pas si mis en avant que ça. De notre... Oui, mais ça peut s'expliquer. Il y a le côté de découverte, en fait, de Fabric.
Donc, pour on va l'instant, souffler. chaque chose en son temps. Ouais, voilà, il y a tellement de choses à découvrir dans Fabric, il y a encore pas mal de choses qui vont venir. Bien sûr. Oui. Et puis, bah, aujourd'hui, alors, il y a quelques gros projets qui démarrent, effectivement, mais on était plus dans l'exploration de Fabric que de partir sur des projets de refonte totale, en fait, d'un data warehouse. Et n'oublions pas qu'on essaie aussi de transformer deux plateformes. D'ailleurs, on essaie de transformer notre plateforme analytique sur Fabric, où on formate, on structure un data hub connecté aux sources d'entreprise et à l'intérieur des groupes de travail sur des architectures mesh qui amènent cette notion de domaine, sous-domaine, data product. Et du coup, on est en train de transformer aussi Purview pour ramener cette notion de domaine, de sous-domaine dans Purview et de data product. Donc c'est ce que j'allais dire. Le virage qui est intéressant quand on voit les nouvelles fonctionnalités de Purview, c'est le côté fonctionnel qui manquait en entreprise. C'est souvent, tu voyais que les clients, ils reconstruisaient un portail data custom pour mettre leurs assets. En disant, bah ouais, le DG, il aimerait bien voir un peu ce qu'on a en produit data, en interne, etc. Et ce côté très métier, on ne l'avait pas. Alors que là, aujourd'hui, tu commences à pouvoir identifier visage des personnes, propriétaires de la solution, je sais pas, de maintenance prédictive, le rapport qu'on aurait construit un peu, qui ont une valeur interne, et de pouvoir la responsabiliser au sens domaine, mesh, comme tu le dis, derrière. Exactement. Ouais. Donc tu as une vraie déclinaison finalement d'une orga, du coup. Alors, deuxième question, du coup, dans cette même philosophie, est-ce que pour vous, d'un point de vue gouvernance, l'orga, mesh, domaine et Purview ensemble, posera une data gouvernance chez le client suffisante? Alors, ou est-ce que... Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, et toi, tu viens du monde de la BI, de Power BI et autres, beaucoup de clients ont structuré des centres de compétences BI. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui ont ça, un centre de compétences BI, etc. Et très peu de centres de compétences gouvernance. Et ben, demain, en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que ça va translater. C'est-à-dire ce centre de compétences BI qui va se faciliter de plus en plus, parce qu'on va plus parler premium et autres. Je sais que c'est des questions qui vont arriver, mais on va plus parler premium, etc. Et du coup, on va faciliter l'utilisation, tu vois. Mais en fait, ce centre de compétences qui était centré sur la BI, bah, pour moi, va se translater, va se centrer sur la gouvernance. Mais c'est surtout qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte que ça devient indispensable aussi. Exactement. Et ça, c'est une évolution dans les mentalités. Moi, j'ai mes clients auxquels que je forme à la gouvernance, et de plus en plus, ils viennent me chercher. On a vraiment besoin d'aide. On sait que c'est indispensable. On sait qu'on ne peut pas travailler sans gouvernance. Sinon, on va... Et on ne veut pas ouvrir le service avant de l'avoir posé. Et dites-vous bien que Fabric, Purview sont des outils, c'est des services, c'est que des outils, des services, et qu'à côté, tu dois structurer une démarche. Une démarche, une équipe, des process, des rôles. Oui. Niveau entreprise. J'aime bien, en fait, on a fait il y a un diagramme de Zamac qui est à l'origine du data mesh. Et en fait, on voit bien... on répond effectivement à cette organisation de type data mesh, avec Fabric qui est en bas, avec les data products, etc. Et puis tout le pavé gouvernance, ou alors là, il va falloir vraiment voir les bonnes personnes, les bons process, etc. On va instruire dans Purview. Et là, on a la vision mesh, en fait, data mesh, proposée par Microsoft. Et les outils, je répète ce que dit Frédéric, ne font pas tout. Ne font pas tout. Il y a plein de clients aujourd'hui qui ont mis en œuvre, ont fait des solutions de data gouvernance, mais ils ont mis juste des outils de data gouvernance et il n'y a pas de structure de gouvernance de la donnée. Avec des organisations qui vont bien et du coup, c'est des projets qui foirent, quoi. Et j'irai même plus loin que ça. Je dis avec cette transformation des produits et des services qu'on est en train de faire là, se translate même chez les partenaires. C'est-à-dire que des partenaires qui avant étaient très centrés sur l'infra et faisaient de la data, tu vois, ou très centrés sur la data, étaient les pure players de la data, eh bien aujourd'hui, ces partenaires doivent réapprendre à créer ces structures de gouvernance. C'est ce que j'allais dire. C'est les compétences de qui finalement? En fait, c'est dans une entreprise ou chez un partenaire, c'est l'équipe data qui à un moment saura faire du Purview ou tu sais, aujourd'hui, les partenaires, si tu regardes bien un peu l'écosystème partenaire, tu as des partenaires qui sont très pure player data, d'autres très infra, d'autres très dev, et d'autres très consulting au niveau, etc. Et en général, des grands cabinets. Et bien, toute cette notion de gouvernance est en général faite par ces grands cabinets. Tu vois. Et, par contre, après, le projet de data et d'infra derrière, c'était compliqué. Okay. Et donc, trouver cette double expertise chez un partenaire à la fois data et gouvernance, aujourd'hui, c'est complexe. Donc, les partenaires qui vont
qui vont sortir leur épingle du jeu demain, c'est des partenaires qui ou étaient très centrés data et vont apprendre cette compétence de gouvernance, ou qui étaient très centrés gouvernance et vont enfin apprendre peut-être à créer des synergies avec des partenaires data, mais pour faire les deux. C'est une combinaison des deux, en fait. Il faut les deux compétences. Je ne sais pas si on peut passer de A vers B comme ça, ou de B vers 1, mais on voit que sur les vrais projets de gouvernance réussis, ce sont des équipes qui arrivent à mixer les deux types de compétences. Et ça, c'est, je pense... Donc, de toute façon, si on regarde une architecture mesh aujourd'hui, on parle de data domaine. Un data domaine, c'est plus ou moins un vertical dans les organisations. Donc, ça veut dire qu'il y a des responsables, en fait, métiers de ces domaines. C'est pas forcément, en fait, des data spécialistes non plus. Des experts. Mais par contre, ils ont leur mot à dire et il faut qu'ils arrivent à constituer l'équipe qui va bien pour pouvoir faire la bonne data gouvernance. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire, il y a des domaines et donc il y a des métiers. Oui, chose qu'on faisait peut-être moins avant. Avant, on leur disait, voilà, il faut faire ça. Et là, en fait, non, c'est voilà ce qu'on va faire avec vous. Mais si nous, on le fait et que vous le suivez pas et que vous maintenez pas et que vous mettez pas ça en place, ça marchera pas non plus. Et on les inclut de plus en plus. Mais parce que ça amène, en fait, tout ça amène une transformation aussi de comment tu vois la data dans l'entreprise. Et là où avant, on avait des projets de data qui se faisaient sur plein de services PaaS un peu partout et chaque métier faisait son projet de data, là, ce qu'apporte Fabric, et c'est important de le comprendre, c'est on remet la data au centre de l'entreprise. En fait, on reconsidère la data qui est créée dans l'entreprise comme une asset. Et on va dessiner une structure de gouvernance de cette data avec des workspaces, des sous-domaines et des domaines qui peut-être ne va pas être cette structure physique qui est historiquement créée pour l'entreprise. J'avais le débat ce matin avec un client. Est-ce qu'il faut calquer la structure physique de l'entreprise avec la structure d'organisation? Les clients qui sont très matures dans ces approches mesh différencient ces deux structures. Tu vois. Après, il y a des étapes pour y aller, il y a des accompagnements, et on en revient aux accompagnements que doit avoir le partenaire pour aller chez le client, pour faire cette transformation. Mais un client qui est très mûr sur cette approche mesh va différencier ces deux structures. Et c'est vraiment ce concept que l'on doit comprendre dans Fabric, et c'est ce qu'apporte Fabric. Et on essaie de le mettre en place avec Fabric, plus PureView, plus la protection avec tous les outils de sécurité pour éviter les exfiltrations, etc. Tu vois. Et c'est tout ça qu'on essaie de créer avec qui va avec être important pour pas faire peur aussi. C'est super complexe, mais on a besoin aussi de cette transformation de l'écosystème partenaire pour arriver vers ça. Tu vois. L'outil va pas suffire, les deux plateformes vont pas se suffire à elles-mêmes, et on a besoin de que les partenaires comprennent ça pour emmener les clients. J'avais une petite question du coup, parce qu'en parallèle, cette année, on a eu l'arrivée des certifs. La DP600, tout à fait. Notamment. Mickaël, tu l'as passé. Yes. Bravo. Merci c'est bien ça. Merci à Frédéric aussi pour sa présentation de l'événement DP600. C'est bien, c'est bien. Exactement, l'écosystème est animé. Je te dédie ma certification. Mickaël, je te dédie ma certif, c'est beau ça. C'est bon, tu vas voir le nom Frédéric, j'espère, en dessous de la certification DP600. La question que j'avais, Mickaël, est-ce que ça tu le ressens dans la certif? Tu vois, la partie un peu sécu, gouv et tout, on t'emmène dessus ou pas vraiment, la certif est plus concentrée sur tout ce qui est toute la partie data engineering et data analysis, donc tout ce qui est Power BI, les chaos, etc. Donc non, il n'y a pas vraiment de question de ma part sur la partie sécurité. Ce qui peut se comprendre, parce que le virage serait trop fort. Tu as trop de trucs à voir. Ouais, trop fort. Déjà qu'elle est... Elle est vraiment vaste. Elle est super vaste. J'allais demander, elle est dure ou pas? Il faut que je la passe. Est-ce qu'elle est dure? La difficulté de la DP600, pour moi, c'est le fait d'être polyvalent de toucher à tout. Toucher à tout. Bien sûr. Oui, alors sur la partie data engineering, moi, ça va, vu que c'est mon domaine et j'ai pas eu trop de difficultés, mais par contre, j'ai dû me mettre à niveau sur la partie Power BI, DAX, etc. Et je pense que du coup, c'est vraiment la difficulté de l'examen, c'est de s'y connaître un petit peu en tout, quoi. Faut être full stack, quoi. Mais honnêtement, on apprend tellement de choses et puis c'est vraiment un plus sur ses compétences, quoi, parce qu'en fait, c'est un minimum le reste. T'as raison, la couverture est très large. Par contre, on n'est pas trop deep dive sur chaque mais tu sais que ça, c'est un ressenti qu'on a eu. Moi, j'ai ressenti qu'en même temps, ça a complexé un peu les équipes et les partenaires. Et quand Fabric, tu dois le pitcher en clientèle. Il y a tellement de choses dedans. Une équipe qui vient du monde SQL, elle va dire la partie Python, tout ça, moi, tu sais. T'es obligé de dire, mais n'en parle pas. Enfin, on parle-en, mais tu peux dire que c'est pas de ta compétence, que tu viens pas de ce monde-là. Exactement. Et ça, à un moment, j'ai bien senti que quand le produit, en tout cas chez nous, quand le produit était sorti, trop vaste. Et du coup, quand on disait, allez, il faut faire du Fabric, enfin bon, ça,
D'accord, mais alors tout le reste, je ne sais pas si on va y aller. Oui, mais enfin, sens-toi à l'aise de ne parler que de la partie que tu maîtrises. En même temps, certaines personnes ne comprennent pas que quand ils prennent fabrique, ils sont pas obligés de prendre toutes les briques, toutes les expériences. Ils peuvent simplement prendre quelques expériences qui les intéressent, tout ce qui est concerné les chaos par exemple, les rapports Power BI, etc. Et puis à côté, s'ils font pas du real time, ils sont pas obligés de s'intéresser à l'expérience real time. Oui, bien sûr. Que tu évoques là, c'est à la carte en fait. C'est en fonction de ce que le projet demande en fait en termes de ressources. Et les compétences qu'on peut fournir évidemment en face, mais du coup, tu veux dire qu'on peut désactiver des expériences? Non, alors on fonctionne par persona comme tu le sais, mais non. L'idée, c'est si on active une capacité de fabrique, c'est peut-être juste pour un usage de type, je sais pas moi, data warehouse, parce qu'on a déjà ces pipelines d'alimentation qu'il faut juste adapter à OneLake. Et puis derrière, on a nos rapports Power BI. Voilà, donc c'est des possibilités. En fait, on a tellement de cas possibles avec Fabric en termes d'application, voire même d'architecture. Du coup, si un client devait faire un choix aujourd'hui sur un POC Fabric, notamment pour démarrer une expérimentation, est-ce qu'il y a des scénarios à privilégier? C'est une vraie question parce que souvent tu sens que les clients arrivent avec beaucoup d'envie, beaucoup de besoins. On t'a dit que c'était la data platform, j'ai envie de tout mettre dedans. Est-ce qu'il y a un moment pour toi, il y a des sujets sur lesquels en ce moment, il ne faut pas aller ou Alors, des sujets où il ne faut pas aller, il n'y en a pas. Il faut aller sur tous les sujets. Tous les personas, vous pouvez tout tester, tout déployer, et ça marche super bien. Il y a quand même une direction qui est très forte. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, c'est le Lakehouse. Donc, si vous avez des clients qui veulent tester un peu Fabric et autres, la direction OneLake Lakehouse est une valeur sûre et c'est celle qui vous apporte le plus de possibilités avec les shortcuts et tout ce qui est autour de Lakehouse. C'est quand même cette transition. Pourquoi ? Parce que on voit qu'on a une convergence sur le Lakehouse qui est assez forte. Il y a les schémas qui arrivent sur le Lakehouse qui ont été annoncés à la FabCon. Il y a cette notion de notebook qui arrive aussi sur les warehouses. Donc, tu vois, ça veut dire que quand même, il y a cette notion de notebook, tu vois, qui... Il y a une question d'ailleurs, une question vis-à-vis de ça après. Donc, on a quand même cette convergence vers le Lakehouse. Et donc, la recommandation, si tu démarres quelque chose, et si, bien sûr, en face de toi, tu n'as pas des équipes qui sont très SQL Server ou T-SQL, part sur le Lakehouse. C'est la valeur sûre, je pense. Tu disais la question. J'ai une question avec quelqu'un qui me dit, est-ce que le produit Fabric va dériver vers une utilisation de Python et de Spark pour le développement? Non. La réponse, on continue avec SQL comme avant. Exactement. Après, c'est le choix, en fait, en fonction de l'expertise. Ça va pas dériver uniquement, ce que tu veux dire. Non. Exactement. On aura toujours je m'arrange plutôt bien. J'aime bien les Dataflow Gen 2. Si vous pouvez les garder. C'est ça. Parce qu'on disait T-SQL et Python, mais aussi Dataflow. Ah oui, moi qui viens du monde Power BI, là j'étais en mode les gars, je suis pas chaud d'apprendre tout de suite le Python. Et on m'a dit, mais Dataflow, je suis en mode, ok, c'est cool. Voilà, une personne qui vient du monde de l'ETL, ELT, elle sera très contente de trouver les Dataflow. C'est ça. Tu vois, ce qu'on disait avec Eric, c'est vraiment la carte. On prend vraiment ce qui nous arrange, ce qui nous convient. Et on n'est pas obligé de prendre vraiment toutes les expériences ou les trucs à la mode. Ce qui, par contre, va entraîner le débat avec nous, on a déjà, c'est qu'est-ce que je prends? Est-ce que je mieux faire ça en notebook, est-ce que mieux faire ça en pipeline, et tout ça, il y a un discours qu'on va avoir à faire basé sur l'expérience. Il y a cette réponse en fait qui est un peu toute faite, qui est est-ce que j'ai une approche low code, no code, ou vraiment je préfère. C'est ta stratégie. Voilà. Et quelles sont tes compétences aussi? Et qu'est-ce que tu as dans ta dans ta société? Il faut valoriser. Je vais pas tout faire en notebook Python si derrière j'ai personne pour les maintenir. Alors même si l'IA va commencer à aider pas mal, on parlera peut-être de copilote à un moment donné, mais voilà, mais regardons ce qu'on a dans l'entreprise. Si toutes les personnes sont sur les compétences, ça va nous dire comment on utilisera le produit. Exactement. Donc, si je résume en gros là sur cette première année, super retour client, la vision est là. On sent que moi, j'ai vu beaucoup de punchlines que j'ai adoré chez Microsoft. Pas toujours le cas. Mais alors, on était en manque un peu ces dernières années. Mais alors, ne pas être un Chief Integration Officer. Oui. Elle m'a clairement parlé. Ouais, bien sûr. Voilà, qu'on est là avec des écosystèmes trop différents, etc. Je pense que c'était assez fort. Le OneDrive de la data, je sens que ça a parlé beaucoup. En tant que fan de Seigneur des Anneaux, je
mentionne un OneLake pour tous les gouverner. C'est très bien trouvé. Exactement. C'est pas mal. Il y a eu quelques clins d'œil. Donc non, je pense que la vision produit a été assez forte avec des messages on sent que ça a parlé aux clients. Et puis la force de Power BI qui s'est imposée. Tu sens que pendant des années, les clients ont voulu donner plus à Power BI. Je suis bloqué, j'ai des datasets énormes. Mais en même temps, c'est un outil de restitution. Non, mais ça, c'est vraiment un truc qui nous... moi, j'ai beaucoup rencontré, parce que ça fait 8 ans que je fais du Power BI, où on essayait potentiellement, quand on n'avait pas les compétences Azure, de tout faire dans Power BI, et en fait, derrière, ça desservait le produit, parce qu'il devenait lent, il rafraîchissait, parce qu'il n'était pas forcément fait pour, il n'y avait pas le bon niveau de licence derrière. Et là, en fait, on se dit, ah, mais en fait, maintenant, j'ai ça qui va pouvoir faire ma transformation, et donc Power BI va pouvoir en fait faire ce qu'il fait de mieux, qui est donc la restitution. Et donc là, tu as un vrai produit, et ça lui donne au final beaucoup plus de force qu'avant. Et je veux juste rajouter, on n'impose pas non plus le Power BI. Voilà, je veux pas. Tu vois, je vais nous amener sur ce fameux débat. Qu'on se dise aussi, on peut utiliser Fabric sans Power BI. On expose des endpoints qui peuvent être consommés et compatibles par des tableaux, par des supersets ou autres outils. On a des clients qui le font. Mais c'est un peu moins bien. C'est beaucoup moins bien. C'est un peu moins bien. C'est beaucoup moins bien. Ceci dit, tu rajoutes en fait un point important, Frédéric, c'est que on arrive à la première année de Fabric, on a vu que nos moteurs sont déjà implémentés. Et maintenant, il faut fédérer. Bien sûr. Et pour fédérer, il faut ouvrir en fait le capot. Et ce qu'il faut s'attendre effectivement dans les mois qui viennent, c'est des choses avec des offres du marché qui vont petit à petit s'intégrer à OneLake. Ils vont s'interfacer, quoi. Et s'interfacer, alors avec différents niveaux. Le niveau, le Graal étant de voir en fait qu'une seule interface homme-machine. Voilà. Mais voilà. Donc on est sur quelque chose qui doit permettre de s'ouvrir. On a déjà des partenaires qui est fait pour s'ouvrir aussi, donc qui ont bien vu le potentiel en fait de l'outil. On va pas les citer là, mais et puis il y a des annonces à venir effectivement de ces fameux partenaires éditeurs. Oui, on sent le côté marketplace qui arrive un petit peu, le partenaire intégré. L'idée, c'est vraiment l'ouverture. Voilà. Et on va voir qu'on va mettre à disposition des choses pour pouvoir développer avec Fabric, faciliter le développement pour... Voilà, c'est déjà le mot d'ordre depuis quelques années. Sur Azure. Oui, c'est ça. Si on a des bases de données dans Fabric, un jour, si on développe une base, il faut l'application qui va au bout. J'ai une dernière question. Moi, j'ai une question aussi. Licensing. Question pour le CTO. Le licensing, je lis. Le licensing de Fabric n'est-il pas un frein à l'adoption de Fabric chez vos clients? Stockage entrée-sortie payant plus CU par rapport à l'utilisation de Gen 2 vs ADF vs Databricks. Je peux répéter la question. C'était une longue question. Voulez-vous en répéter? Alors nous, on a dit qu'on ne piégerait pas. Par contre, on n'a pas dit qu'en ligne, il te piège. Non, mais il n'y a pas de piège. On a voulu la tarification le plus simple possible. En fait, il y a 2 éléments à prendre en compte, effectivement. C'est effectivement le stockage, ce qui ne représente pas la valeur, en fait, le plus grand coût de la solution, et puis les CU. Et là, c'est juste quelque chose à bien estimer. Et puis après, on a cette liberté. Alors effectivement, le licensing peut paraître un petit peu compliqué, puisqu'on offre beaucoup de liberté. Donc du coup, on peut effectivement être sur une capacité, un modèle capacitaire, et on peut effectivement acheter des capacités on-demand en fonction des projets. Donc tout l'aspect, je dirais, il y a un aspect en amont de métrologie pour comprendre ce qu'on va consommer par rapport à un projet, de façon effectivement à budgéter correctement le projet. Alors, moi je rajouterais juste, il faut aussi comprendre comment est structuré Fabric. Fabric est backé derrière par Azure. Fabric tourne on top d'Azure, c'est un peu le portail de la data, et derrière nos services, on utilise nos services Azure. Juste revenir sur le point, les données entrantes, sortantes, etc. C'est vrai que quand on provisionne un workspace dans Fabric, on l'associe à une capacité Fabric qui est régionalisée.
Et donc ça nous aide aussi, hein, parce que sur tout ce qui est GDPR, RGPD, zone euro, de données qui doivent rester en France ou en euro, etc., cette notion nous aide. Et de fait, on hérite aussi de la tarification qu'il y a entre les régions Azure. Si vous avez une capacité en France et une capacité en West Europe, en effet, le trafic entre les deux capacités, voilà. Quelque part, ça nous apporte aussi des choses sur la compliance, d'accord ? Et derrière, ouais. Alors, on est au début de l'histoire. Est-ce que ça va rester ou pas ? On va voir comment ça va évoluer, mais voilà. Et le deuxième point que je voudrais rajouter, c'est sur les CU. La tarification de Fabric aujourd'hui est ultra simple. C'est DCU plus le stockage. Voilà. Sur les CU, on a mis en place pas mal de systèmes, on va les citer, bursting, smoothing, throttling, enfin tout ça, qui vous permettent de minorer la capacité Fabric. Et en plus, vous allez pouvoir la mettre en pause. Donc, on commence toujours tout petit, et à partir du moment où on est tout petit, on va regarder la consommation de la capacité, sachant que, je voudrais juste le préciser, comme ça tout le monde l'aura bien entendu, c'est si vous avez par exemple une capacité, je sais pas, F16, en burst, on va vous autoriser une F48. Donc vous avez 3 fois la puissance. Après, un système se met en place pour rembourser la surcapacité que vous avez eue, etc. Mais ça vous permet de minorer. Mais du coup, d'un point de vue capacité, pour un client qui veut se rassurer, qui dit je prends une capacité, c'est comme un gros forfait téléphonique, je suis sûr de jamais le dépasser. C'est le cas ou il y a des exceptions ? Le cas. C'est exactement le cas. Si vous prenez une F16, vous ne paierez pas plus qu'une F16. Même si à un moment donné vous avez fait un burst à F48, en fait, tous les systèmes ont été mis en place pour qu'au bout du bout, vous ne payez pas plus. Par contre, tu peux avoir l'effet forfait téléphonique de, dès le premier jour, j'ai appelé ma copine, j'ai explosé mon forfait et je peux plus rien faire. Et c'est là où on attend aussi les partenaires, c'est expliquer comment fonctionne cette consommation de puissance. D'accord ? Exactement. Et à un moment donné, en effet, si on juge que vous avez consommé la puissance de F16 en 2 heures, eh bien, il va se passer des choses. On va commencer à déconnecter les utilisateurs, il y a des batchs qui vont... Et ça s'appelle du throttling. Et le but de l'admin workspace, c'est aussi monitorer ce throttling. Et donc la gouvernance et le monitoring. Donc la gouvernance monitoring. Et si à un moment donné, vous êtes rentré dans cette phase de throttling, ben peut-être qu'il y a un problème de capacité et que vous devez augmenter votre capacité. Mais ça devrait presque être soit, si ce n'est anticipé, en tout cas suivi et monitoré. Et peut-être un jour avec un autoscale. Oui. Soyons rêveurs. Oh là là. Eric, qu'est-ce que t'en dis? No comment. No comment. Mais voilà. Après, surtout ça, de toute façon, le licensing ne pouvait pas être trop simple. Quand même une réputation à tenir chez Microsoft. Chez les partenaires, tu as des experts licensing. Le licensing Power BI, j'ai mis 2 ans au début. C'est ça. À un moment, on essaie de le simplifier. Voilà. Et par rapport à la disparition, parce que c'était le point on en discutait tout à l'heure, la disparition de la P1 annoncée, c'est quoi le message qui est passé derrière? Le message qui est passé, c'est que donc P1 a la capacité Power BI Premium. C'est ça. Pour les nouveaux contrats, va s'arrêter. Pour les nouveaux contrats, va s'arrêter en termes de commercialisation. Le message derrière, c'est que Power BI devient une fonctionnalité de la plateforme Fabric. Voilà. Et donc, on va mettre sous licence la plateforme Fabric, et vous pourrez utiliser Power BI comme tout autre item dans Fabric. En fait, c'est ça le message. C'est l'unification. Il rejoint une famille. Exactement. Il rejoint une famille. Je la reprendrai cette phrase. Il rejoint sa famille. Voilà. Et un jour sa famille, c'est bien ça. C'est une punchline, ouais, c'est bien. Sur peut-être dernière petite question, parce qu'après on va parler de la Fabcon et un peu du reste, mais moi j'en avais une sur beaucoup de sujets de sécurité. Le One Security, c'est quoi? C'est quoi? Non, il a dit c'est quoi? Oui, pardon. Non, j'ai dit c'est quoi? C'est une réalité, c'est un produit, c'est un concept, c'est PureView? Non, c'est pas PureView. Alors déjà, alors effectivement, on a peut-être eu un défaut chez Microsoft de parler de One Security. Ça s'appellera pas One Security. On a cherché sur Google. Ça ne peut pas s'appeler One Security. Pour la petite anecdote, on a appelé un composant qui s'appelle OneLake, et il y avait une société qui s'appelait OneLake. On l'a racheté. Je sais pas. Passons là-dessus. Non, mais effectivement, donc on fait très attention effectivement au nom. Après, c'est une réalité. Je pense que
On a annoncé quelques bribes en fait de ce qui s'appellerait One Security à la conférence de Las Vegas, et puis il y a certainement d'autres choses qui seront annoncées à Build. C'est bien un produit qui aura un nouveau nom. Enfin, c'est pas un produit, c'est une fonctionnalité de Fabric et complètement intégrée à Fabric. En fait, le concept, c'est que tu peux te projeter sur l'objet va porter la sécurité. Ta table va porter la sécurité. Et que ta table soit... Elle l'héritera tout au long de son parcours. C'est ça. Que ta table soit accédée par un moteur d'un certain type héritera de la sécurité qui est portée par la table. C'est ça. Il y a ça. Et puis, ce qu'on veut... On est en fait sur du serverless, si on regarde bien à l'intérieur de Fabric. Et ce qu'on veut, c'est que les moteurs, en fait, ne soient plus en charge, ou au minimum, en fait, de la sécurité. Alors, évidemment, il y a des moteurs qui portent le concept de column level security. On ne peut pas facilement le porter dans OneLake aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est décorréler en fait ce compute des fonctionnalités de sécurité et que effectivement cette sécurité soit unifiée, quel que soit en fait le moteur qui va utiliser la donnée. Et on peut avoir plusieurs moteurs qui vont utiliser cette même donnée, puisqu'on peut avoir de la transformation Spark, un service data warehouse, et puis derrière effectivement le Power BI. Et en fait la sécurité sera la même et gérée depuis un point unique dans Fabric. Donc c'est bien une fonctionnalité de Fabric. Donc qui arrive dans les prochaines semaines. Tu réponds totalement à ma question et tu m'as dit que ça avait été un peu pitché à la FabCon. Ça va être notre petite transition sur la FabCon. J'en profite aussi pour vous rappeler, parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité de PureView, qu'on fera un webinaire sur Fabric et Microsoft PureView le 4 juin, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à vous inscrire et au passage aussi à liker la chaîne. C'est le moment de le faire. On nous encourage à faire du marketing, on est comme ça. Alors, la FabCon... On remonte le t-shirt de Frédéric quand même, qui a fait l'effort aujourd'hui. Ouais, j'ai fait l'effort. Voilà. Qui a fait l'effort Pas comme mon CTO. Mais on a dit chemise blanche, CTO, c'est la règle. Donc la FabCon, je voulais en parler parce que voilà, c'est les événements que dans l'écosystème partenaire on aime bien. On sait que Microsoft c'est aussi la communauté, beaucoup de personnes qui sont convaincues, passionnées, et on sent que sur le produit du coup Fabric, on veut redonner un peu peut-être ce sens de l'annonce. On est perdu parce que SQL ça fait longtemps, parce que Synapse personne n'y croyait, et parce que FabCon... Tu es dans la balle qui est partie. Je vous taquine. Donc en tout cas, c'était, alors de mémoire, c'était quand? C'était les 26 et 28 mars 2024 à Las Vegas. C'est écrit là. À Las Vegas, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un bloc-notes. Merci. Oui. Et donc vous avez fait le déplacement. C'est ça. On a fait donc la grande question, c'était comment? Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Eh bien, vous avez loupé quelque chose. Mais en fait, il y avait longtemps qu'on n'a pas eu un événement comme ça, centré sur la data. Et ça fait du bien. En fait, ça fait du bien. Ce qui fait du bien, c'est d'arriver et de voir 4000 personnes dans la salle. On était à peu près 4000, tu vois. Et ils étaient tous là pour la plateforme Fabric. Et ça fait bizarre. Et surtout, au petit déjeuner, t'as plein de personnes autour de toi et les personnes ne parlent que de Fabric. Fabric. Et juste pour parler un peu de chiffres, sur les 4000 personnes, il y avait 500 Microsofties, d'accord, et dont quand même 250 PM. Il y a quand même 250 PM qui ont fait le voyage pour pitcher les features, les machins, les trucs. Product manager. Absolument. Product manager, exactement. Manager de produit. Voilà. Il y avait un peu moins de 1000 partenaires, je crois, qui étaient sur place. Okay. Et ça veut dire qu'il y avait quand même 2500 clients qui avaient fait le déplacement quand même pour... Et dont des personnes qui venaient de France. On a trouvé pas mal de personnes qui nous... Il y avait une application, c'était super bien fait, et on s'est connecté avec des personnes d'autres networking, avec même des clients qui étaient là-bas. Des clients qui ont témoigné, en fait, même un client français. Exactement. Et on a eu la chance d'avoir un client français qui a témoigné. Qui était qui? Rusty Live, il y a eu la keynote. C'était Chanel. Chanel qui a témoigné. Qui a témoigné, et d'ailleurs qui a fait ça le comble. Il y avait toute l'équipe. Belle rêve pour une première. Absolument, oui. Bien sûr. Voilà, c'était, en tout cas, c'était assez exceptionnel. Il y avait longtemps qu'on avait pas. Donc ça a duré 3 jours, c'est ça? 3 jours, ouais, 3 jours. Nous, on a été frustrés, on a vu que c'était forcément sur place. Alors, que c'était à l'autre bout de la Terre. C'était même au-delà de 3 jours. Ouais, c'était 3 jours pour la conf, plus des pré-workshops pour ceux qui voulaient, plus des post-workshops pour ceux qui voulaient. Voilà.
Et donc, oui, alors c'était plutôt assez enrichissant. Alors, de par le format, parce que il y avait effectivement la keynote de début et la keynote de fin. Donc avec alors, Aaron, effectivement, a fait la keynote avec tout son staff, en fait, et tous les PM, Product Manager, donc sur 2 heures, je crois, la première journée. Et c'est là qu'on a annoncé tout ce qui était nouvelles fonctionnalités qui étaient soit en public preview, private preview, ou quelques sneak peeks qu'on nous a montré. Alors, une sneak peek, c'est en fait un développement qui est en cours chez Microsoft et qui sera implémenté dans on ne sait pas trop quand, ça peut être dans 6 mois, et c'est on track pour la plupart d'entre eux. Ouais. Ça veut dire que c'est en dev. Voilà. Donc ça, c'était plutôt assez sympa. Et puis après, on avait des ateliers, généralement de 45 minutes, je crois, sur des thématiques qui pouvaient être juste les shortcuts, par exemple, ou juste OneLake. Il y a eu des sessions sur Power BI aussi, avec toutes les nouveautés. Vous avez d'ailleurs l'équipe de Guy in the Cube, c'est ça? Tout à fait. Les youtubeurs qui étaient là, qui ont pas mal animé. C'était des rockstars du Power BI. Là, c'est des rockstars. Vous savez que Benjamin, il a des posters partout dans sa chambre. C'est vrai. C'est un petit truc. Moi, Michael Jackson, c'est pas grand-chose, mais le mec de Guy in the Cube, ça me fait un petit truc, quoi. Non, mais c'était vrai, à la keynote, ils ont chauffé la salle, quoi. Le fait d'apparaître sur scène a fait que tout le monde a applaudi, et tout. C'est ça les rockstars de dev data. Aaron est arrivé, il a été applaudi, mais eux, c'est vraiment des stars, quoi. C'est incroyable. Alors, et ce jour-là, il y avait une autre star, quand même, que vous avez vue. Et on l'a vu en live. Qu'on a vu en live. Michael, ouais, absolument. T'as eu l'honneur de passer, on voit le petit screenshot. Exactement, ça a été lors de la keynote, je crois, à la 11e ou 13e minute. T'as eu ton petit passage de 30 secondes pour expliquer. J'ai eu mon heure de gloire. T'as eu ton heure de gloire. Exactement. Pourquoi? Alors, comment ça s'était passé? Rappelle, c'était parce que t'es dans la communauté Fabrique? C'est ça. En fait, ils ont envoyé, ils m'ont contacté, moi et d'autres partenaires, pour donner un peu. J'ai reçu un mail. Justement. Aaron qui a dit justement. Allô Satya. Et du coup, ils nous ont demandé si on pouvait faire un petit témoignage de nos ressentis sur Fabrique, de ce que nos clients en pensaient, etc. Donc, le jour même où j'ai reçu le mail avec Antoine, notre cher collègue, on a tourné rapidement une petite vidéo pour dire clairement notre ressenti, vraiment honnête. Et du coup, j'ai eu la surprise de voir ma tête en regardant le replay de la conférence. Pas de news. Voilà, depuis on me demande des autographes dans la rue, mais... je prends la grosse tête. On demande la rêve de ton polo un peu trop serré. C'est pas gentil, c'est le polo expert time, ça. C'est ça. Et en tout cas, l'heure de gloire, tu l'as dit, c'était cool parce qu'en vrai, ils ont fait passer les partenaires. Tu sais que ça nous a fait extrêmement plaisir de voir Expert Time, mais on s'y attendait pas. Vous étiez pas. On était pas au courant. On était pas au courant. Ah ouais, c'est cool, c'est propre. Le petit clin d'œil, nous non plus, on ne savait pas que ça passerait en live, mais on aurait été ravis. Vous pouvez déjà travailler sur les futurs Falcon. On va remplacer les gars de Guy YouTube. Exactement. Là, il y a un peu de taf. Exactement. Et d'ailleurs, tu l'évoques, donc je rebondis dessus. Future FabCon, il y a 5 jours, on a appris qu'il y en aurait une en Suède. Absolument. C'est ça, qui serait organisé, je crois qu'on a pareil, on a le petit bandeau, Antoine, tu peux nous le montrer, voilà. Il sera organisé quand? Alors c'est en septembre, 24-27 septembre. Alors là, moi j'y ai pas cru au début quand j'ai vu la bannière parce que on voyait pas, mais a priori c'est officiel. Les Européens vont avoir leur FabCon. Exactement. On va pouvoir se déplacer, donc on vous encourage bien évidemment à vous y inscrire pour aller participer, témoigner à la communauté. On espère en être aussi d'ici là. J'espère qu'on y sera, là, j'ai pas d'excuses. Et puis c'est une FabCon comme aux États-Unis. Il y aura Aaron, il y aura Ami. C'est ce qui m'a rassuré derrière, j'ai vu. C'est ça, quand on va sur le site, on voit bien que derrière, il y a toute l'équipe produit qui sera là. Et donc ça veut dire qu'on va quand même avoir cette récurrence d'événements dédiés à Fabrique. Il y a déjà une FabCon prévue l'année prochaine, toujours à Las Vegas. Je crois même. Alors, cette année, on était 4000. Ils veulent faire x3. 12 000. Ouais, 12 000. Ils veulent faire x3. Donc, tu vois. La question, c'est est-ce que vous avez eu des goodies? Des t-shirts, en fait, c'est là où on sentait que c'était la première. C'était la première, il n'y avait pas de store où on pouvait acheter, on voulait tous acheter, mais tout le monde cherchait à acheter une casquette Fabrique, avec un petit il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parce que fais-le pas sur le site de Microsoft, parce qu'avec les frais, je te dis que ta casquette Fabrique. On pouvait pas acheter une tasse ou le pull moche de Noël, tu vois le truc que t'attends, quoi. On a eu quelques goodies, des autocollants, etc., qu'on a ramenés pour les équipes avant de chez nous et autres. Mais voilà, on sent que c'était la première. Ils se rodaient pour réviser la DP600 aussi.
Voilà, on est revenu avec les... Je sais pas si t'en avais chopé. On a chopé même plus d'un. Donc on est très content. Ouais. Ça nous fait un petit jeu Alors, à la pause déjeuner. Pour la petite anecdote, quand même, on a quand même eu le budget pour faire des smart cards. Donc c'est Christopher que je salue qui a eu cette brillante idée. On te salue. Qui a eu cette brillante idée des smart cards. Donc c'est des petites cartes avec la question d'un côté et la réponse de l'autre sur la DP600. Et on a eu tout le budget pour faire ça. On a tout imprimé, machin, etc. Mais on n'a pas eu le budget pour les envoyer en France. Donc il a fallu qu'on mette ça dans les valises et on a ramené ça dans les valises. Les mulets. Les mulets, ouais. Tu aurais pu faire choper à la douane. Monsieur, c'est quoi ces cartes? Comment t'expliques ça à la douane? It's a game about Microsoft Fabric. No, it's not drugs. Or it's complicated. Et donc tu vois, pour la préparation, la journée de préparation à la certification, on était 130 dans la salle. On aurait dû en avoir pour 130, mais en fait le poids des valises a fait que on en avait ramené que 90. Et donc c'est pour ça que vous vous êtes sauté, vous vous êtes jeté sur je l'ai même pas. Et on a récupéré nous. Voilà. Exactement. Par contre, j'ai vu que tu commençais à les vendre sur le bon coin, Michael. J'aimerais que tu arrêtes, s'il te plaît. Sachant que, juste pour la petite info, vous avez sur la plateforme... je l'ai plus ici, de workshop. Microsoft Learn? Non, une autre plateforme. Celle-là, quand même. Ouais, ça va. Azure Deft Enablement. Azure Deft Enablement. Non, pas ça là. Il y en a une autre, mais je vous redonnerai le lien. Non. Où tu peux télécharger directement le projet et qui te permet de générer des smart cards avec de l'Azure OpenAI justement derrière. Et ça te génère même le PDF avec toutes les smart cards et t'as plus qu'à les imprimer après pour les diffuser. Voilà. Donc ça c'était le côté certif. Ouais. On a eu le côté goodies qui n'était pas là. L'ambiance était là, c'est ce qu'on a compris. Et ça sera plus grand les années d'après. Par contre côté annonce. Voilà, question. Moi j'ai une question. Si on devait faire allez, je vais être dur, un top 3 chacun. 3 pour Eric, 3 pour Fred. Ouais. C'est quoi qu'on retient? Enfin, alors, qu'est-ce que peut-être vous avez découvert? S'il y a des choses que vous avez découvertes. Top 3, ça va. Ou c'est quoi le top 3 là, des key features qu'on doit retenir de la FabCon? Alors, on a chacun les nôtres. Je peux commencer. Alors, moi, je vais le résumer sous la forme de Data Hub. Donc, Fabric devient vraiment un Data Hub avec les annonces de nouveaux shortcuts, notamment les shortcuts Google. Mais ils sont sortis, je les ai vus. Oui, voilà. C'est public preview maintenant, et ça peut se tester assez facilement. T'avais une question, Michael? C'est sur les shortcuts. Alors moi, c'était sur les shortcuts pour les buckets compatibles avec S3. Ça veut dire quoi là-dessus? En fait, c'est les cloud providers en fait qui ont adopté le format S3. Okay. Je pense qu'OVH est par exemple dans ce scénario-là. Scaleway, Digital. Et voilà. Et donc, on peut faire des shortcuts sur du storage. Voilà. Donc ça fait quand même un large panel de buckets sur lesquels on peut faire des shortcuts. Et même des shortcuts sur du on-premise, donc des baies de disques on-premise qui exposent des API S3, mais on va pouvoir faire du shortcut sur la S400. Parce que j'ai une vraie problématique client avec ça. Si elle expose de l'API S3, mais c'est peut-être nous serons ravis de faire je ne pense pas que ça soit le cas. Donc les shortcuts, le data hub avec le change data capture, on a annoncé effectivement, alors on le savait déjà, qu'il y avait un mirroring avec Snowflake, il y a du mirroring avec Cosmos DB, avec Azure SQL. On pense que effectivement avec Azure SQL, Azure on-prem, avec SQL Server on-prem, on l'attend. Voilà. Donc ce côté data hub, ça c'est vraiment le côté. C'est le côté ouverture. On sait que chez vous vous avez du legacy, peut-être d'autres data lake, pas de problème. Tu peux faire du Fabric. Tu peux faire du Fabric. Ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué peut-être. Après il y avait une deuxième fonctionnalité plus autour effectivement du data engineering et du Spark. C'est des choses qu'on attendait aussi, c'était tout ce qui était auto-tuning, donc ça arrive, je crois que c'est en preview. Et alors, la démo killer, c'était le debug. En fait, je suis dans mon notebook, j'ai un plantage, et je veux comprendre, donc dans le notebook, c'est pas facile, généralement on télécharge le code, on met ça dans un éditeur, et là on a en fait un bouton VS Code Online. Je mets le breakpoint qui va bien, je debug et je corrige.
je sors de VS Code Online et la modification est directement dans le notebook. Ce qu'on pouvait avoir avant sur du web ou sur du dev, en fait, en gros, ça devient de plus en plus professionnel, industrialisable et tout, donc c'est propre. Hein. J'ai pu le tester d'ailleurs et c'est franchement super pour un habitué de VS Code et c'est très pratique. Et puis, je vais changer mon troisième, mais c'est vrai que j'avais un petit peu mis sous le tapis. Une des promesses, en fait, de Fabric, c'est ce que j'appelle le dernier milestone avec les end-users. Et on se rend compte que il faut faciliter l'accès des utilisateurs métiers à la donnée. Alors, soit on fabrique effectivement des rapports Power BI, etc. Il y a une fonctionnalité qui est en sneak peek pour le coup, là, qui est Generate for your data. C'est-à-dire qu'on va sélectionner en fait dans le lakehouse les données qui nous intéressent et automatiquement on va générer un modèle basé sur OpenAI qui va en fait générer un plugin. On va pouvoir, alors aujourd'hui il est accessible via une URL, mais demain l'idée c'est de pouvoir l'installer typiquement dans un Teams. Donc un utilisateur métier va pouvoir poser des questions en direct sur ces données et tout ça généré depuis effectivement Fabric. Voilà, donc ça c'est pas belle promesse. Copilot. Et c'est pas Copilot. Non, ou alors on peut l'appeler le l'intégration de la GenAI dans Fabric pur et dur, les modèles. Donc, avec qui on va pouvoir discuter beaucoup maintenant, on avait compris. On fera une spéciale GPT-4o parce qu'on a plein de choses à se dire avec téléphone. Les dernières annonces, exactement. Donc ça, c'est ton top 3. Donc on résume, c'est le Data Hub, c'est le debug et c'est la GenAI pour interroger les données. Le moteur Spark dans sa globalité avec les performances, les dernières évolutions pour suivre effectivement les versions, l'auto-tuning, le debug, etc. Tout ça, c'est effectivement des belles avancées. Je crois que, Michael, toi, tu avais un petit sujet avant de passer à Frédéric, qui t'a marqué, c'était sur la partie Databricks. Oui, en fait, pendant la conférence, on a vu vraiment que Microsoft cherche plutôt à renforcer sa collaboration avec Databricks. Je me souviens d'une slide qu'on a tous vu, je pense, on voyait d'un côté le logo Fabric et de l'autre côté le logo Databricks, avec un joli cœur au milieu. Oui. Et du coup, je voulais avoir votre opinion sur la vision de la collaboration entre Microsoft. On l'avait à l'écran, celui-là, Antoine. Voilà, ça aurait pu être un t-shirt, ça. Hein. Alors, en fait, on va répondre simplement à cette question. Globalement, je parlais de Data Hub, mais aujourd'hui, effectivement, quand on utilise Databricks, on va arranger et un peu gouverner sa donnée avec quelque chose qui s'appelle Unity Catalog. Exactement. Et donc, c'est cette capacité à s'intégrer directement donc à Unity Catalog. Et on a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont choisi Databricks à juste raison et pour lesquels, effectivement, il y a d'autres workloads complémentaires qu'on peut trouver et utiliser dans Fabric. Et donc, il fallait absolument qu'on puisse avoir ce type d'intégration. C'est un maintien du partenariat premium qui est en place depuis des années, un renforcement, une réaffirmation. De toute façon, on avait lors de la keynote, on avait le CTO Databricks qui est venu justement pitcher ce partenariat. Et c'est vraiment du co-engineering. C'est d'un côté, on va intégrer Unity Catalog dans Fabric. Tu vois, on va pouvoir faire des liens. Et de l'autre côté, c'est dans Databricks, on va pouvoir exposer une table, par exemple, sur le OneLake. Voilà. Donc c'est vraiment vu qu'on partage les mêmes standards derrière, en fait, on a c'est quoi le scénario pour toi? C'est le client Databricks qui n'arrive pas à tout faire dans Databricks, qui irait sur Fabric en regardant ce qu'il fait, ou c'est le client Fabric? Je dirais, il y a des choses pas mal dans Databricks. En fait, tu as les deux, parce que les deux plateformes, tu peux les comparer, mais tu peux les comparer sur une sous-partie de Fabric. Mais par exemple, imagine que tu as tout fait en Databricks, tu as tout ton modèle de données avec tes tables, etc. Et que tout d'un coup, tu veux exposer ces tables, faire des shortcuts sur ces tables dans d'autres workspaces pour les analyser. Je sais pas, peut-être prendre ces tables, les intégrer des flux temps réel dans Fabric et autres. Donc, tu as besoin de cette intégration native. Et au lieu de toi-même gérer la sécurité, gérer les shortcuts vers la plateforme de Databricks, en fait, les deux équipes d'engineering se mettent en place pour rendre l'interaction entre les deux plateformes le plus native possible, quoi. Donc c'est comme ça que je suis extrêmement convaincu. Tant mieux. Moi, dès qu'il y a deux gros logos avec un cœur au milieu, j'y crois dur comme fer. Ça me rappelle à l'époque, tu sais, Microsoft aime Linux quand on bombardait partout le. Tu vois, c'est cela. Ouais. Mais regarde, aujourd'hui, Microsoft aime Linux, et regarde, on n'a jamais autant déployé de Linux qu'aujourd'hui. Donc, sur celle-là. Voilà, si tu regardes un data center aujourd'hui, Azure, c'est plus de Linux que de Windows. Tout à fait. C'est clair.
Donc ça, c'était ta petite remarque, ça nous a marqué. On se posait la question. Enfin, Oui, que bien penser sûr. Parce que t'avais un Beaucoup peu de le monde côté. se pose la question, tu sais. Et voilà, c'est ça, c'est la compète. Est-ce qu'on est là pour écraser tout le monde ou on est ouvert? C'est le data hub, on reste ouvert. Donc tout est possible dedans, c'est ce qu'on va retenir. Et le reste, on en discutera en off. Frédéric, à toi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, ton top 3 features? Mon top 3, Le alors folder. mon top 1, et c'est très terre à terre, on est en 2024, on a, ça y est, les folders, les répertoires dans Fabric. Vous savez que c'était on peut pas mettre des droits dessus. C'était... Ah, ça va. on n'a pas dit que l'histoire des répertoires était finie. Oui, mais... Et d'ailleurs, c'est un public preview. Donc, on n'est pas encore... mais ça va venir. Tout ça va Donc arriver. les folders, rappelle-le, c'est la capacité à créer des dossiers. Au sein de ton workspace, de créer tes dossiers et d'organiser tes items dans les différents dossiers. C'est toi qui me disais, Mickaël, il y avait jusqu'à 10 niveaux, c'est ça. 10 niveaux. Ouais, bon, déjà, quand on aura fait 10 mal, niveaux, il y a un problème. Je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, on sera déjà loin. Là, c'est que t'as un expert SharePoint qui est venu et qui s'est carfé une arborescence. Non, mais ça, c'est en vrai, ça a l'air de rien, je suis d'accord. C'est très terre à terre, mais alors que normalement, c'est... Alors que normalement, pour la petite histoire dans SharePoint, on devait arrêter les répertoires et se baser sur les métadonnées liées au fichier. Bon. Après, ça a dérivé, on a créé des répertoires, et pour le coup, on retrouve des répertoires dans Fabric. Donc, Exactement, mais ça parle à tout le monde, les répertoires. En tout cas, c'était la première demande de la communauté, et ça a été entendu. à ranger ces items. Exactement. Ça paraît... C'est des fois les... Et parce qu'on a de plus en plus d'items, en fait. Ouais, c'est ça. Donc rapidement, là, ça peut être le bazar. Exactement, on a beaucoup de workspace, on a beaucoup d'items dans les workspace, il fallait les ranger. C'était tellement attendu que c'est Patrick Leblanc de Gaming Club qui a annoncé, et alors l'applaudissement... T'imagines, la plus applaudie. Et je range ce répertoire un peu aussi avec le task flow, le fameux task flow. Cette vision, il faut voir le task flow comme un template d'architecture qui va être que vous voulez déployer en fait sur un workspace. Alors ça n'a rien à voir avec un on le voit à l'écran physique, là, c'est très visuel. C'est très visuel, ça n'a rien à voir avec un template physique de déploiement, c'est juste l'architecture, c'est l'architecture logique qui va être appliquée au projet sous-jacent du Hyper workspace. intéressant, c'est un peu ton high level design d'archi. Exactement. En gros, et tu peux, enfin moi de ce que j'ai vu, c'est très intuitif, donc c'est plutôt fonctionnel. À un moment, je veux savoir tout ce que j'ai créé, comment ça communique, etc. Mais disons que c'est plutôt cohérent avec les types d'architecture qu'on va trouver sur la place de la donnée, les architectures lambda, le modern data warehouse, les captures temps réel. Et tu peux, en fait, quand tu cliques dessus, filtrer sur tes objets en disant, tiens, cette telle partie, j'ai mes transfos, etc. Donc ça te permet de naviguer un peu de façon très fonctionnelle. Exactement. Moi, j'ai trouvé ça, c'est simple, mais je pense que ça plaira beaucoup. En vrai, ça fait le job. Et des choses qu'on n'avait pas, ça. Et c'est ça. Et tu te dis que ce projet-là, ce workspace travaille sur un projet qui est de type modern data warehouse, et voilà l'architecture logique du projet. Et je pense même d'un point de vue métier, tu vois. T'as une entreprise sur un projet de transfo, tu veux le présenter. C'est l'output de ta gouvernance. Mais tu vois, même d'un point de vue transfo, en entreprise stratégie, tu veux présenter ce qu'on a fait. La data platform, c'est quoi? Vraiment, tu l'as. Là, dans Fabric, visuellement, tu vois ce que tes équipes ont fait, et tu peux naviguer dedans. Je trouvais ça assez fort. Moi, comme annonce, ça m'a plutôt marqué. Tout à fait. Et ma deuxième annonce, c'est tout ce qui est data gateway, pour aller chercher les données en on-premise. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal maintenant. Plaisir, ça. C'est-à-dire qu'on peut se créer un pipeline directement de copie de données entre quelque chose qui est en on-premise. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas. Et avant, c'était complexe. Voilà. Et tu déverses tout ça ou directement sur le OneLake ou même directement en créant une table dans le Lakehouse. Donc c'est quand même super sympa et ça a le mérite d'exister aujourd'hui. Ça j'attendais beaucoup, personnellement. Ouais. Et le troisième, c'est les prémices du OneLake Data Access Role. Alors, One Security, comme tu l'as appelé tout à l'heure, mais je ne cautionne pas ce terme, qui te permet aujourd'hui d'aller créer des rôles de mettre des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et d'aller après dire ce groupe d'utilisateurs a accès à telle ou telle table dans ton j'ai testé aujourd'hui ça. Donc ça c'est plutôt sympa. T'as tout fait aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai eu 2 heures là, il y a eu un trou dans la journée. Et tu te dis, il faut que je rattrape 2-3 features que j'ai pas testé. J'ai 2 semaines de vacances, je suis un peu à la bourre. Donc ça c'est plutôt sympa. Après il y a plein de petites choses aussi qui arrivent. Une chose toute bête qu'on n'avait pas aujourd'hui, qui était par exemple dans un pipeline, on n'avait pas de tâche pour rafraîchir un modèle Power BI. Voilà, tu vois. Et là, simplement, maintenant il y a
système de farming sur le DirectLake, et on a besoin de rafraîchir potentiellement et donc maintenant tu peux avoir une chaîne de bout en bout et intégrer les données et rafraîchir ton modèle Power BI. Donc ça pareil, les gens à la fin, la petite activité du coup pour rafraîchir. On pourrait faire en API, mais qui c'est ça, exactement. Exactement. Donc tu vois, il y a pas mal de choses comme ça qui. Donc du coup, si je résume, tu nous as dit la partie Taskflow, mais avec. Non, j'ai dit d'abord les répertoires. Les répertoires avec Taskflow. Folder first. On a encore les 20 minutes en plus. Les répertoires, la data gateway. Répertoire, Taskflow, et data les rôles. gateway et les rôles dans le OneLake. Okay. J'ai quelqu'un dans le chat qui dit il y a aussi le CI/CD. Oui, mais il y a énormément. D'ailleurs, le blog post. Mais j'y pensais. D'ailleurs, le blog post de mars. Non, de mai, le blog post de mai, non, de mars, sur Power BI, détaille en mai 2025, on vous rassure. Détaille toutes les annonces, et je peux vous dire qu'ils l'ont. Le blog post. J'ai commencé à scroll, j'ai fait wow. Le blog post est super long. Et en même temps, je sais pas, bizarrement, il y avait beaucoup de choses plutôt confirmées. Moi, j'ai trouvé ça un peu décevant. Et ben, en fait, je m'attendais bizarrement à plus dingue. Donc ça va m'arriver, peut-être, ça m'amène sur ma dernière thématique. T'as oublié l'époque de Power BI où nous annonçait qu'on pouvait changer les couleurs. Ouais, il y a la build. Donc on va passer au dernier sujet qui sera pas le plus long parce que on va pas tout dire aujourd'hui et vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, on ne va rien dire. Donc on le rappelle. La date. Il y a la Microsoft Build, donc le 21 mai, donc mardi prochain. On fera une spéciale, les têtes dans le cloud, aussi un débrief qui sortira le 22. Sur les grosses annonces, donc n'hésitez pas à nous suivre, liker la chaîne, etc. Je refais un petit passage là-dessus. Donc la build arrive un mois après la FabCon, une semaine. On imagine qu'on en a gardé sous le coude pour pouvoir annoncer des choses, parce que Fabric est central, il ne pourra pas que y avoir GPT-4o, etc. Il faut aussi l'analytics. Néanmoins, si on devait se donner une vision un peu de la direction que prend Fabric, ou alors des features sneak peek comme tu as évoqué, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, tu vois, les shortcuts SQL on-prem, des choses qui sont attendues qui pourront vraiment être game changer. Ça serait quoi un peu qu'on peut espérer attendre dans l'année sans s'engager, les droits zéro engagement, ça peut ne jamais sortir, c'est pas de la preview, c'est enfin pour ma gouvernance. Est-ce qu'il y a des visions qu'on peut se partager? Et Eric l'a dit tout à l'heure, l'ADN de Fabric aujourd'hui, c'est l'ouverture. D'accord. La build étant pour les développeurs. Donc attendez-vous à avoir énormément d'annonces très orientées de développeurs, développer les applications, développer les bases de données, développement d'API. Il y a une synergie qui va se créer avec Fabric. Ça, c'est très clair. Le temps réel. Il y a des synergies aussi qui vont se créer avec Fabric qui vont être assez... la stabilité. Assez forte. Dites-vous que la build est quand même très orientée de développement, donc on va avoir une intégration forte. Il y aura peut-être pas... tu as parlé de ton côté déceptif, mais effectivement, on a 2 événements espacés à 2 mois près. L'idée de la FabCon, c'était pas non plus d'annoncer trop de nouvelles features, c'était d'expliquer aussi aux clients qui ont aujourd'hui Power BI, Synapse ou qui utilisent d'autres solutions data chez nous, de bien comprendre effectivement ce qu'on souhaitait faire avec Fabric. Et je pense que la keynote, entre autres, a bien répondu à ça. Ils ont eu, je pense, l'autorisation effectivement de sortir quelques features en preview, exclusives, les sneak peek, etc. Mais normalement, c'est pas dans la culture en fait de Microsoft de donner effectivement ces informations-là en dehors effectivement des 2 événements majeurs que sont la build et Ignite. Donc, c'est là où je te rejoins, c'est que finalement, la build, quand tu l'as fait un an auparavant, tu vois peu de choses de Fabric, donc tu comprends vite fait le produit, mais tu as au moins besoin de 2 heures pour réaffirmer un peu tout ce que ça peut faire, le chemin que donc, ça il y aura des choses à annoncer la semaine prochaine, oui, ça c'est sûr. On ne peut pas dévoiler, mais je pense qu'il en a déjà suffisamment dit. C'est très orienté développement. Très orienté développement. Moi, je prends l'info. Et quand on développe, il faut la donner. Donc voilà. On a dit pas mal de choses. Attendez-vous à un book of news assez conséquent. Sur Fabric Au global. Au global. En fait, on est vraiment sur un train important d'annonces à la fois sur Fabric et sur l'IA.
Voilà, c'est ça. Bon, on l'a vu. Hein, on rappelle juste, au moment où on se parle, hier, on a juste annoncé 4 milliards d'investissements par Microsoft en France dans les années à venir sur l'intelligence artificielle et l'annonce de ChatGPT 4o, donc qui intègre nativement la voix avec une démo qui était incroyable, qui est disponible le lendemain dans Azure. Pas la partie speech, je crois. Si Non, pas encore. Non, le texte. Mais le modèle est là. Et du coup, en effet, ça sort à tout moment de la semaine. Maintenant, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus rien pour les événements. Il n'y a plus le « oui, alors normalement, c'est le tel jour du mois. » C'est un bazar. Hier, toute la journée, les flics qui passaient. Il y avait Macron là-bas. Aujourd'hui, la règle, c'est tu dis « Ils font quand Google leur conférence ?» Oh, bon, on va le faire la veille. Hein. C'est ça. C'est un peu comme ça que ça marche. Moi, j'avais une question sur la vision. Il y a un truc qui me... que je ne sais pas trop comment évoquer, la partie Industry Solution qui est arrivée. Donc on rappelle qu'il y a un nouveau bloc, une fonctionnalité qui propose des espèces de templates avec des ensembles d'objets data, des modèles de données sur des industries ou des thématiques comme la sustainability, industrie étant retail, santé pour l'instant. Ça arrive assez fort, mais en discrétion, parce qu'on n'en a pas entendu parler, et du jour au lendemain, tu le vois sur le portail, tu avais eu un article ou deux de loin sur la sustainability, comme une fonctionnalité clé, parce qu'elle est au même niveau que les autres logos, Data Activator, etc. Qu'est-ce qu'on doit... C'est une réelle stratégie. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les Cloud for Industry, je ne sais pas trop comment Microsoft positionne ça. C'est quoi? Alors, c'est une réelle stratégie. Et j'encourage justement les partenaires. C'est au mois de juin, il y a un Azure Dev Workshop, c'est ça, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où justement on va pas mal en parler. Et c'est une vraie stratégie. Vous vous rappelez, je sais pas, il y avait certains dans Synapse, si on revient un petit peu dans Synapse, il y avait des templates, Lake Database, des Lake Database avec des templates, avec des entités, etc. Qui avaient été sous-utilisés. Qui avaient été complètement sous-utilisés, peut-être parce que trop technique. On ne doit pas assez amener ce genre de choses. Et là, aujourd'hui, quand on a le triptyque avec l'IA d'un côté, la data de l'autre, la régulation avec les ESG et tout qui arrive, etc., ça donne la possibilité de faire des templates maintenant, industrie. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que tu dis, moi, je suis un client en retail. Finalement, le modèle de données retail, on sait ce que c'est depuis longtemps. Exactement. On a tous des subtilités, etc. Mais demain, je lance des projets, je pars de ça. Exactement. C'est un peu ça la philosophie. Et peut-être que ça va alors là, peut-être que tu vas avoir un bot qui va être spécialement entraîné pour du retail, tu pourras faire du RAG peut-être sur tes données, etc., etc. Ça peut être cette orientation. Par exemple, sur les ESG, on va t'amener un Lakehouse avec toutes les données que tu pourras connecter à l'outil Sustainability de Microsoft, mais aussi tu pourras ramener tes propres données. Mais tu as déjà une coquille. Tu as une coquille, enfin surtout un canevas. Un canevas, voilà. Un canevas, un modèle en fait de données. Alors évidemment, quand je suis client retail, j'ai forcément un modèle à moi, mais sur des sujets aussi nouveaux que la sustainability, on part souvent d'une feuille vierge. Donc là, poser directement un modèle de données. J'avais l'impression que le parcours de déploiement était pas facile. Enfin, je sais qu'on a testé, on te dit il faut une F64 pour le déployer. C'est dans la même région. Donc c'est une fonctionnalité premium, tu penses? C'est des choses qu'on vient de mûrir, d'accord, qui sont en test aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en preview. Et tu les as testées, tu les as citées, Sustainability et autres. C'est des choses qui ont besoin de mûrir, qui ont besoin de se packager peut-être, qui ont besoin de trouver des partenaires qui industrialisent ça, qui comprennent ça, qui industrialisent ça, qui simplifient le discours peut-être pour nos clients. Il y a une réelle demande derrière. Et c'est ça, et qui trouvent les opportunités ça nous parle, je sais que tu parlais des Lake Database. Ouais. Toujours trouvé ça dingue que ce soit sous-exploité. Je me rappelle l'histoire, c'était une petite boîte aux États-Unis, une vingtaine de personnes qui avaient été rachetées, spécialisées dans les modèles d'entreprise. On n'a pas entendu pendant 2 ans parler, c'est revenu sous les Lake Database. Et tu dis à un moment, c'est vrai que les modèles de données ne changent pas. Dans les industries, on retrouve les mêmes. Et pourquoi réinventer la roue à chaque fois et se gourer au risque de se gourer. Donc on le voit pas trop chez les concurrents. J'ai l'impression, cette verticalisation, il y en a un petit peu à droite à gauche, mais pas affirmé. C'est ça, Là, on sent qu'il y a une volonté d'avancer quand même sur... Il y a une volonté. Ce que Microsoft n'a jamais fait du métier. Vrai. Mais quand même, c'est vrai, c'est pas la... Mais ce succès passera par les partenaires. C'est-à-dire qu'il faut que les partenaires aussi... se l'approprient. Et tu l'as bien entendu celui-là ou pas? Ouais, après, ça y est, on a le premier spécialiste. Message. War Room demain. On l'a déjà commencé à tester.
On arrive, bon, on s'est dit beaucoup de choses. Ouais. Je vois les appels de phare de Antoine qui me dit il est tard, il faut qu'on aille boire un coup. Non, j'ai rien dit. Est-ce que pour l'instant, vous avez passé un bon moment? C'était très bien. Oui, Première question, ça fait 1h20. C'était dense, alors on aurait aimé en parler 6 heures. On aurait pu en parler 6 heures. Il Faut savoir s'arrêter. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne s'est pas dit sur Fabric qu'il faudrait rajouter en dernier petit message à passer s'il y a... Oh, vous avez déjà bien... Hein, on t'avait dit, pas de langue de bois. Non, c'est vrai. Non, est-ce que, enfin voilà, s'il y avait une dernière idée ou un petit message à passer aux clients, aux partenaires Microsoft, à l'écosystème? Juste une petite phrase qu'on a entendue à la FabCon, au déjeuner avec Fred, avec des clients américains. Et l'un a dit, ce produit-là, c'est en fait l'engineering Power BI. Donc là, il faut y aller à fond, parce qu'on y croit. Ils sont très bons. Et c'est très bon. Ouais. Voilà. J'ai mis tous mes œufs dans ce panier. Donc. Je peux pas dire autre chose. C'est pas mal. Oui. Pendant des années, vous avez dit, je fais du Power BI, pas de la data. Là, il peut plus. Il n'a plus le choix. J'arrivais à faire comme ça. Pour conclure. Pas d'anecdote, juste... non, j'ai pas plus d'anecdotes. Juste essayer d'imaginer vraiment Fabric comme un data hub. C'est ça qui va faciliter votre approche de cette plateforme. Plus qu'une simple data plateforme. C'est ça, voilà. Imaginez le hub, comment il se connecte à l'entreprise, imaginez votre structure de gouvernance que vous allez faire en interne. Voilà, c'est comme ça que vous devez le voir. Et arrêtez de le comparer rapidement à d'autres solutions du marché. Il est beaucoup plus large que ça. Voilà, Fabric, c'est beaucoup plus large qu'un dataware, c'est beaucoup plus large qu'une solution de Lakehouse. Voilà. Pour ne pas les citer. Pour ne pas les citer. Tu avais une question, tu disais, une dernière? Oui, j'ai une question, mais j'ai remarqué que toutes les nouveautés Fabric doivent être en F64. Est-ce une volonté de MS de conduire les pilotes à acquérir une capacité premium, exemple Copilot? Oui, alors Copilot, ça peut avoir un sens parce que on se rend pas bien compte, mais un Copilot aujourd'hui, ça s'appuie sur de l'OpenAI. Hein. Je pense qu'ils sont pour la plupart maintenant passés en GPT-4 et il faut de la puissance. Aujourd'hui, c'est une question de compute. Et pire que ça, c'est que aujourd'hui, on travaille exclusivement qu'avec de la CPU dans Fabric, mais il faut quand même mettre des... Alors ça, nos clients et nos partenaires ne le voient pas, mais on accroche en fait de la GPU derrière Fabric pour pouvoir effectivement répondre à ces questions de requêtes OpenAI. Alors après que toutes les nouveautés sont F64, c'est pas vrai non plus. C'est vrai que le Power BI amène du F64, il y a d'autres façons de faire, mais voilà. Rappelez-vous aussi que vous faites du capacité Fabric au niveau du workspace. Vous pouvez avoir un workspace d'exposition en F64 comme vous l'avez aujourd'hui avec un P1 et faire toute votre data engineering avec du F2 sur d'autres workspaces. Après, toutes les autres features sont disponibles. C'est vrai qu'il y a encore les managed entity, il y a les private endpoints qui appellent la F64. Tout ça est en public preview. Voilà. Est-ce que ça va rester comme ça à l'avenir? On ne sait pas encore. Mais voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai, pour faire du Copilot et du Power BI, il vous faudra une F64 sur un workspace. Sur les workspaces concernés. Sur les workspaces concernés. Oui, d'accord. On va s'arrêter là-dessus. C'était la petite dernière question pour pas relancer un débat derrière. On n'était pas loin de la dérive. Là, j'ai senti Frédéric qui était reparti. J'étais prêt à... C'est le second tour. Donc, on vous remercie. Alors déjà, je vous remercie, messieurs. Merci. Éric Charbonnier, Frédéric Gisbert de Microsoft. Merci pour cette participation. C'était vraiment cool. On a apprécié le débat. On le refera certainement. Vous serez à nouveau réinvité avec plaisir, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc c'était un épisode spécial Fabric des têtes dans le cloud. On vous rappelle 2 petits events. Donc il y aura un spécial Microsoft Build la semaine prochaine. Donc la grande messe de Microsoft pour les développeurs, on l'a bien compris. Pas mal d'annonces à suivre sur le sujet Fabric, mais pas que. On vous rappelle de liker, partager la chaîne. On a besoin de vous. Vous êtes toujours plus nombreux sur Twitch aussi. On apprécie les débats et vous le savez. Et puis du coup, on vous dit à très bientôt. Rendez-vous au prochain épisode et bonne soirée à tous. Ciao. Merci. Au revoir.